Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture. Je voudrais commencer ce point lecture en vous parlant d'un roman que j'ai adoré. Vous voyez que je ne vous fais pas beaucoup de suspense. Il s'agit du tome 2 de L'étoile de Loïlo, écrit par Déborah Pérez et paru aux éditions Pierre Philippe. Si je ne vous dis pas de bêtises, les éditions Pierre Philippe sont une petite maison d'édition suisse et c'est l'auteur qui m'avait abordé afin de savoir si je serais intéressée pour l'avoir en service presse. J'avoue que le pitch m'avait plutôt bien plu, même si vous allez le voir quand on commence à parler de l'histoire à quelqu'un qui ne l'a pas lu, on ne peut qu'être flou et donc il est difficile en fin de compte de parler complètement de ce pitch, mais ça m'avait semblé quand même sympa et puis l'autrice avait été super sympa. Et c'est ce que je disais moi dans les services presse, c'est aussi ça que j'aime bien, c'est pouvoir en fait avoir un retour avec les gens. Et ça, je trouve ça chouette et c'était le cas ici. J'ai donc accepté avec plaisir et je me suis lancée dans la lecture numérique du tome 1. Et pour ne rien vous cacher, cela m'a tellement plu que j'ai acheté le tome 1 en papier et que j'ai acheté directement la suite, le tome 2 en papier aussi, alors qu'elle me l'avait fait suivre en numérique. Ici, vous êtes dans un roman de fantasy, une fantasy qui s'aborde très bien, même si vous n'êtes pas un féru, un amateur du genre, ce n'est pas une fantasy qui demande une extrême concentration pour se plonger dans un univers plein de descriptions, etc. C'est très bien fait et c'est très original. Bienvenue donc dans les contrées de Terre d'Or, où vous allez rencontrer Owen. Owen qui est l'héritier du trône. Pourquoi est-il l'héritier? Certes, il est bien le fils du roi, mais pourtant cela ne va pas automatiquement le désigner comme étant l'héritier, bien qu'il soit l'aîné. En effet, l'héritier est désigné par le Loël, une créature mythique empreinte de sagesse, et c'est cette créature qui va décider qui deviendra l'héritier à la mort du roi. Ce choix tombe plutôt mal puisqu'il y a deux enfants, deux héritiers possibles. Silmar qui finalement rêve de pouvoir devenir roi, de pouvoir régner, qui a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour étudier, etc. Et Owen qui lui est plutôt épris de liberté et ne se voyait pas du tout porter la couronne et espérait donc très franchement que ce soit son frère qui soit choisi par le Loël. Mais le Loël en a décidé autrement. N'arrêtant pas le problème à sa consternation, Owen porte en fait un artefact, un bijou qui légitimise sa succession au trône, mais ce dernier va perdre ce bijou et par des circonstances que je vous laisse découvrir, va découvrir comme un secret ancestral en tout cas, qui va complètement bouleverser l'ordre des choses, son destin et le destin de Terre d'Or. Malheureusement, les mauvais événements vont s'enchaîner car sur ce, Owen va disparaître, des cadavres vont être retrouvés dans la cité princière et des pirates que l'on n'attendait plus du tout décident de ressurgir sur les côtes de Terre d'Or. Et voilà qu'alors que son frère se réjouit du problème que rencontre Owen, va se réveiller le maître des crépuscules qui était enfermé, endormi depuis des éons et qui, là encore par des circonstances que je vous laisse découvrir, retrouve peu à peu la force de revenir et évidemment ce ne sera pas pour apporter le bien sur ces contrées. Alors encore une fois, le résumé ne fait pas du tout justice au roman. Sincèrement, vous allez partir dans un univers qui a été créé de toutes pièces par son autrice, qui est extrêmement réfléchi, extrêmement fouillé et extrêmement plaisant. Non seulement l'univers est plaisant, et d'ailleurs le tome 2 nous offre une carte pour pouvoir s'y retrouver, mais toute la mythologie, le folklore qu'il y a autour a été vraiment travaillé, rendu crédible dans son style et sincèrement j'ai été totalement happée par cette histoire, d'autant que l'autrice a créé des personnages qui sont pour le moins extraordinaires. À cela, vous rajoutez une intrigue qui est extrêmement bien menée du début à la fin, il n'y a pas de longueur. On ne s'ennuie jamais, c'est hyper rythmé. On a une autrice qui ne ménage pas ses personnages, honnêtement, et elle ne ménage pas non plus son lecteur, parce que je vous l'ai dit, ces personnages, c'est un gros point dans son univers, c'est un point central, c'est un point fort qu'elle travaille énormément, et elle se fait quand même un peu sadique sur les bords, ce qui fait qu'elle devient sadique avec son lecteur.
Et croyez-moi, le tome 1 se finit d'une manière totalement affreuse qui vous donne juste envie de vous plonger dans la suite et c'est ce que j'ai fait. Bref, sans vous mentir, j'attends avec impatience la sortie du tome 3 de l'Étoile de Loïlo et sincèrement, ces deux romans furent un véritable coup de cœur. C'est une petite maison d'édition, il a donc pas énormément de pubs, mais sincèrement, si vous aimez le genre de la fantasy ou que vous aimez les histoires d'aventure, que vous avez envie de rencontrer des pirates, que vous avez envie de rencontrer des sorciers, si vous avez envie de rencontrer des comtesses maléfiques, si vous avez envie de rencontrer des chats pas tout à fait comme les autres et peu recommandables, si vous avez envie de rencontrer des princes déchus mais qui sont du bon côté, eh bien n'hésitez pas. Vous ne serez pas déçus par cette lecture, honnêtement c'est un très bon roman, une très bonne intrigue et pour moi, ce sont des romans de fantasy qui ont tout des grands. Je n'ai pas trouvé de défaut à ce livre parce que en plus, la plume est très belle, c'est extrêmement bien écrit. Je voudrais continuer avec le même style de lecture puisqu'on va rester dans la fantasy, on va rester dans les petites maisons d'édition avec le tome 3 des Enfants d'Aliel écrit par Sarah Schneider et paru aux éditions du Chien qui pense et d'ailleurs là encore je crois que c'est un roman en provenance de Suisse. Là aussi pour le tome 1, eh bien l'auteur m'avait contacté en me demandant si ça me tentait et honnêtement ça avait l'air vraiment bien et donc je m'étais laissé embarquer par cette histoire et je vous ai déjà chroniqué les 2 premiers tomes. Donc c'est sans surprise que je vous dirai que mon avis n'a absolument pas changé parce que ce tome 3 fut, tout comme les 2 autres, vraiment excellent. Là encore, comme pour l'autre autrice, on a une très chouette plume, un univers qui a été créé de toutes pièces par son auteur. Elle ne récupère pas quelque chose, elle a vraiment créé toute pièce. Là encore, vous avez une carte, là encore, vous avez une plume qui est magnifique. Elle a une façon d'écrire, des tournures de phrases qui sont extra. Et là encore, on est dans une fantaisie qui s'aborde hyper facilement, même si vous n'êtes pas féru du genre. Les Enfants d'Aliel a un côté plus young adulte que l'Étoile de Loïlo. L'Étoile de Loïlo, vous êtes avec des personnages adultes. Les Enfants d'Aliel, les personnages sont des adolescents. Vous pouvez donc en fait commencer à le lire plus jeune. Cela ne change rien à la qualité du roman, de la plume ou de l'intrigue, je tiens à le préciser. On va dans ce livre notamment suivre Lila, qui est une jeune femme qui vit seule avec son frère Jazz, puisque leurs parents sont décédés et ils ont donc été élevés par des voisins, des amis, ce que vous voulez. Elle vivait sa vie, voilà, comme elle le pouvait, plutôt bien, elle gérait bien sa vie, tout était plutôt normal, d'une banalité affligeante, puis dire, dans cet univers qui a des airs de fantaisie un petit peu médiévale et donc il va arriver quelque chose d'extraordinaire, en tout cas à Lila, extraordinaire n'étant peut-être pas le mot, puisque des créatures vont surgir pour essayer de la tuer. Voilà, je ne suis pas sûre qu'on puisse qualifier ça d'extraordinaire, mais ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que cette attaque va réveiller des dons en Lila. Puisque Lila n'est pas une humaine comme les autres, Lila est une Cynalion. Elle a été choisie par Aliel, une sorte d'entité millénaire, une sorte de gentille sorcière si vous voulez, qui est en guerre contre sa propre sœur qui s'appelle Orga et qui elle est complètement maléfique. Vous retrouvez peut-être un léger côté manichéen avec le bien et le mal, mais pourtant vous allez vite vous apercevoir que c'est complètement contrebalancé par les personnalités des personnages qui ne sont pas tout bons ou tout mauvais, en tout cas si les tout mauvais ont tendance à être mauvais, mais les bons ont quand même leur petit caractère et donc eh bien ce côté un peu manichéen ne m'a absolument pas gêné. Donc eh bien nous allons suivre les aventures de Lila qui va partir à la recherche d'autres Cynalions puisqu'elle sait qu'il y en a d'autres, puisqu'elle va être aidée dans sa quête par un chat qui s'appelle Flynn, chat un peu spécial puisque c'est un chat qui peut communiquer, c'est un chat particulièrement intelligent et c'est un chat qui a la particularité de se transformer en lynx. Ils vont donc partir à la recherche d'autres personnages comme eux avec des dons. Donc Lila a le don, elle, de faire obéir la nature, les éléments en fin de compte lui obéissent et elle se ressource auprès des éléments et elle va rencontrer d'autres personnes telles que Carson qui peut se rendre invisible ou Irika qui a le don du feu ou encore Nouak, je crois, qui est d'une rapidité extraordinaire. Bref, chacun a des dons en rapport avec leur personnalité et à chaque fois, eh bien, ce sont des dons qui vont être utiles pour combattre les groupes d'Orga
Donc en fait, vous allez retrouver chez elle des sortes d'hybrides animaux, humains, créatures hideuses, des sortes de morts-vivants, enfin des trucs pas super sympas quand même, un peu crasse. Et donc, eh bien, Lila et ses amis vont parcourir un petit peu toutes les contrées pour rechercher d'autres personnages, pour combattre Orga, etc. Et nous allons rencontrer divers peuples. Donc, dans le tome 2, par exemple, nous étions dans des peuples nomades du désert. Et donc, à chaque fois que vous rentrez dans un peuple, dans une communauté, elle vous crée quelque chose de génial. C'est-à-dire qu'elle vous dit pas j'arrive, je repars. Elle vous fait toute une aventure et la communauté est crédible. Elle a quelque chose. Toute la communauté est pensée, toute leur culture a été pensée, ils ont un passé, ils ont un avenir, ils ont une façon de vivre et elle vous plonge là-dedans mais avec franchement un talent qui est assez extraordinaire. Et donc dans ce tome 3, on va se trouver plutôt dans les eaux du nord qu'on appelle les eaux du froid mordant où personne ne veut s'aventurer parce qu'il y régnerait une créature monstrueuse qui fait chavirer les bateaux, mais au-delà se trouverait une île où probablement serait le dernier Synalion, une île avec des gens un peu particuliers, des dons et une façon d'être un petit peu particulière. Je n'ai pas envie de vous dire ce que c'est parce que sincèrement ce serait quand même vachement vous spoiler et ce livre est rempli de surprises. D'un autre côté, vous avez plusieurs points de vue, ce qui ajoute un dynamisme indéniable à l'histoire et donc vous allez suivre Jazz qui est le petit frère de Lila et qui s'est invité un peu dans l'histoire sans demander l'avis de sa grande sœur. Et Jazz en fait avait été un peu laissé sur le côté pour être en sécurité. Évidemment, c'est pas vraiment ce qui va se passer et donc il va partir à la recherche de sa sœur et pour cela il va incorporer un cirque itinérant, des gens du voyage, un petit peu quelque chose d'un petit peu bizarre et il va découvrir plein de choses et évidemment vivre plein d'aventures. Et là encore, eh bien, cette petite communauté a été superbement bien créée. Les gens ont tous leur caractère, les personnages sont fouillés, travaillés et j'ai adoré, je me suis totalement régalée. En plus, c'est un roman qui est quand même parsemé, vous le verrez si vous lisez, de pas mal de messages. Il y a pas mal de sujets qui sont traités. Dans tous les tomes, on y retrouve quand même pas mal de messages de respect d'autrui, de respect de la nature, de respect des différences, etc. Franchement, c'est très bien écrit. C'est de la fantasy young adulte que je ne peux que vous recommander. Une fois encore, c'est une toute petite maison d'édition qui ne fait donc pas beaucoup parler d'elle, mais elle mérite vraiment cette lecture, qu'on se penche dessus. Il y a donc pour l'instant 3 tomes de sortie et je ne sais plus ce que m'a dit l'autrice, si c'est 4 ou 5 tomes pour le final. Je voudrais enfin terminer cette update lecture avec une fin de série avec le tome 3 de The Generations Alone écrit par Scott Sigler et paru aux éditions Lumen. Là encore, on va rester dans la série des coups de cœur. Ça a été vraiment, je pense, update lecture, des lectures que j'ai totalement adorées. Si vous vous souvenez bien ou si vous ne le savez pas, j'avais lu le tome 1 il y a déjà quelques temps. J'avais été un petit peu surprise par la fin et j'avais peur de la direction qu'allait prendre le récit et en fait j'étais totalement happée par le tome 2 que j'avais adoré et ça a été la même chose avec le tome 3, ce fut une excellente lecture. Pour vous résumer un petit peu le tome 1, eh bien nous allons rencontrer 12 jeunes dont M qui vont se réveiller par un beau matin, ou en tout cas une belle journée, ils ne savent pas puisqu'ils sont enfermés dans une sorte de cercueil. Et donc ils vont essayer de sortir pour se retrouver dans des tunnels super sombres. C'est pour ça que je vous dis qu'ils ne savent pas si c'est le matin ou pas. Et va s'en suivre toute une série d'aventures. Et j'ai vraiment pas envie de vous en dire trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez, vous avez un petit côté dans l'ambiance, le labyrinthe, avec ces enfants qui se retrouvent quelque part à devoir survivre entre eux, mais ils savent pas ce qu'ils foutent là, ils se souviennent même plus de leur nom, la seule chose qu'ils savent c'est qu'ils ont 12 ans, point bas, sauf qu'ils ressemblent pas tout à fait à des gosses de 12 ans, donc même ça prête à confusion. Donc il y a ça, et après ils vont réussir à atterrir quelque part, un quelque part qui est en ruine, un quelque part qui a été abandonné et qui vont essayer de
de réaménager, où ils vont essayer de survivre, etc. Et ce côté un petit peu jeune tout seul, qui vont essayer de survivre sur un endroit un petit peu en ruine, ça m'a fait penser à la série Les 100. Vous voyez, où ils arrivent comme ça, ils essayent de récupérer ce qu'il y avait avant, de survivre, bah, c'est un petit peu ça, sauf que c'est vachement mieux que la série Les 100. C'est une série que j'ai adorée. Alors oui, le personnage de M, des fois, j'avais envie de lui claquer la gueule. Voilà, on va pas se le cacher. Elle est devenue chef, d'accord, mais des fois, il faudrait qu'elle se calme un peu, quoi. Elle se prend un petit peu trop au sérieux, et j'avoue que des fois, son personnage est tête à claque. Sincèrement, son personnage est tête à claque, elle a tendance à se mettre en danger, etc. Bon, voilà, des fois, elle écoute pas forcément trop les autres parce qu'elle a décidé que c'était elle qui avait raison, parce que c'est elle le chef. Moi, j'avoue que c'est pas mon personnage préféré. Ceci étant, il y a plein de personnages. Il faut savoir que tous ces jeunes, parce qu'en fait, à la fin, ils vont se retrouver, ils seront beaucoup plus que 12, eh bien, ils ont des signes distinctifs sur le front, et donc ils ne savent pas à quoi ça correspond, mais il y a des cercles engrenages, il y a des cercles croix, il y a des demi-cercles, des doubles cercles, et donc, eh bien, au fur et à mesure, ils vont réussir à découvrir ce que c'est, pourquoi ils ont ce cercle, leur signification, ils vont essayer de chercher qui ils sont, où ils sont, pourquoi ils sont là, ils vont essayer de survivre, ils vont rencontrer des personnages qui leur voudront pas forcément du bien, qui vont les attaquer, il va falloir se défendre, il va falloir apprendre. Bref, c'est une série qui est extrêmement riche, qui m'a emmenée sur un chemin auquel je ne m'attendais pas du tout, mais qui m'a complètement happée. Alors sincèrement, si vous n'avez pas encore lu The Generations, que vous aimez bien un petit peu tous les trucs un peu science-fiction, dystopie, tout ce genre de choses-là, foncez parce que c'est génial. L'univers, il est totalement dingue, sincèrement, même si sur l'explication finale, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, c'est peut-être un petit peu gros si on creuse un peu le truc, mais sincèrement, le bouquin il suffit à lui-même, du coup ça m'a pas dérangé un quart de seconde, même si l'explication elle est vraiment grosse, mais bon, franchement ça m'a pas gêné, ça a été une excellente lecture. Alors voilà les amis, j'en ai terminé avec ces nouvelles update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.